dialogue humaniste est à la fois essentiel en tant que fiction à l'humanisme, à la définition même de l'humanisme, et mise en scène socio-culturelle avec ses propres règles, dont la règle de politesse. À ce propos, d'ailleurs, j'aurais une question à vous poser à propos de la minutio. Mais je crois que nous pouvons ouvrir le débat. Je demande à qui veut prendre la parole de ceci. Monsieur. Francisco Jarauta. How important is the idea of point of view in painting? What happened between when Alberti said that a painting is a window open on the world from a single point of view, and then Cézanne and Picasso? And also to Professor Wallenstein, would you agree that verbal cognition is basically an outgrowth of visual cognition, that the primate brain is basically a visual brain, and that really cognition from the verbal point of view comes as a derivative of vision? In other words, how good is the notion of point of view? Is it just a bad metaphor? Or are we talking about something much more profound, which is the equilibrium between the visual and the verbal? Pour la première question, ça reste pour les 400 tout un procès de modification des systèmes de regard sur le monde, une fois que des instruments de mesure, on peut les appliquer à codifier ce rapport entre homme et nature. Pour Alberti, ça c'est la première question, il introduit surtout une méthode de mesure, pas justement les instruments de mesure, qu'auront après une évolution remarquable, surtout à partir du XIVe siècle. Michael Baxandall, in Painting and Representation in the 14th Century, avait déjà suggéré que c'est plus important la modification dans le système du regard que la mesuration des rapports et des distances. Et c'est pour ça que peut-être que la première modification significative ne sera pas au cœur du Quattrocento, mais avant. Et avant, ça veut dire que cette expérience qu'on a, même Baxandall, interprétée comme la révolution des primitives, il commence à mesurer imaginativement sans instrument. Mais les rapports, c'est la question qui restera centrale dans cette modification. Bien sûr, à un certain moment, la correspondance entre représentation et nature, ça reste central. Ça, c'est la preuve centrale de toute cette nouvelle réinterprétation de la mimésie à partir de 400. Vous parlez peut-être, dans cette condition, le dessin a une importance formidable. Le dessin se configure comme une perceptive qui donne le premier moment de la représentation. Vous pourrez vous présenter devant une difficulté. Par exemple, si on fait le parallèle entre Poussin et Caravaggio. De Caravaggio, on ne se conserve pratiquement pas de dessin. Et c'est Poussin, justement, qu'il acceptera, c'était justement le principe de la grande exposition de Pierre Rosenberg sur Poussin, qu'il faudrait tout d'abord suivre la séquence de dessin pour arriver après à la peinture. Mais la peinture, surtout pour Poussin, restera quelque chose de mental. Ce n'est pas de naturel. Les couleurs de Poussin n'existent pas, on pourrait dire comme ça.
Et c'est vrai, à un certain moment, Schmitt n'est pas d'accord. Et à un certain moment, c'est juste dans le carnet de Poussin qu'il dit « Chaque fois, je suis plus convaincu que Caravaggio il est venu au monde pour détruire la peinture. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, la peinture, déjà à la fin des 500? Ça, c'est la question. Si vous arrivez plus tard, bien sûr, vous dites « Cézanne » et Picasso. Picasso a compris très bien, et chaque fois qu'on est présenté des difficultés sur les problèmes que vous commentez, Picasso il répondait toujours en disant « Cette question, c'est pour Cézanne. Il est responsable de tout ce qui s'est passé après. » Mais si vous observez le final, le Château Noir, la représentation finale de 1905-1906, la figure disparaît et reste seulement le profil de la nature. Tout autre devient anecdotique. Mais même la tavolozza de Cézanne reproduira seulement les couleurs basiques, élémentaires, qui ne seront pas cette tavolozza classique de Leonardo, qui là encore elle a été pris par un naturalisme idéalisé pour arriver à ce moment qu'il disait « Je suis très bref, j'ai fini », pour dire seulement la tavolozza idéale, ça serait telle que contient toutes ces couleurs, que exposées au moment de la lumière pourrait représenter la nature dans toutes ses dimensions. Non, c'est un idéal qui, bien sûr, n'a rien à faire avec la critique du classique qui viendra après. Alors, je vois une question pour M. Valenti ici. Merci. Yes, thank you. If I understood your question correctly, you asked whether I believed that the visual system was the primary perceptual system that sort of all other cognitive systems sort of were enslaved by, you might call it. And I don't think that's the case. I do think that the visual system is very, very important for humans. And I do think that theories that have been proposed where language has been claimed to be an independent system having nothing to do with, for instance, the visual system, those theories are probably wrong. And it's very intuitive, to me at least, that if we want to talk about meaning that comes out of language, then when we learn the meaning of a word when we're very small children, there's only one way this meaning can come to us, to begin with at least, and that's through our senses. And the visual system is very important because it doesn't, to begin with at least, interfere that much with the auditory system where we might hear the form of this word. So I think what I think is that it's probably very complicated, and the different cognitive systems are probably much tighter linked to each other than previously thought. Merci. Alors, il y a certainement d'autres questions. Oui, Monsieur Young. J'ai une question à Madame Chigada et une question à Madame Paternoster. Madame Chigada, vous avez dit que Robespierre, au commencement, a prétendu qu'un orateur doit se montrer d'une façon détachée, c'est-à-dire doit donner l'impression, du moins, de présenter la version ou une position impartiale. Est-ce que c'était la rhétorique ou la position de Robespierre, ou est-ce que ça a été un tout petit peu l'idée de l'époque, l'idée en particulier des orateurs qui ont quand même fait la grande politique, hein? Et
La question à Madame Paternoster, vous avez à la fin donné une impression assez nostalgique que nous avons perdu, si j'ai bien compris, l'idée du dialogue humaniste qui ne survit que dans le cadre des échanges académiques. Si j'ai bien compris, le dialogue humaniste a été plutôt une façon de parler d'un littéraire ou de quelqu'un d'un philosophe qui, par le biais du dialogue, a donné ou nous a averti qu'il y a toujours 2, 3, 4 positions et que l'issue d'un discours ne peut être que préliminaire. Mais si vous prenez par exemple aujourd'hui l'idée de Habermas, le modèle du discours, j'ai l'impression que cette formule a gagné le jour, que seulement peut-être aujourd'hui dans la littérature où on ne retrouve pas tellement d'exemples d'un dialogue, mais si vous prenez par exemple un journal français d'hier, vous avez un dialogue de M. Badinter et de M. Balladur sur les propositions d'une réforme de la Constitution française. Alors le modèle du dialogue a non seulement survécu, mais j'ai l'impression que nous avons pris toutes nos distances de l'idée que quelqu'un édicte la vérité dans la forme d'un syllogisme logique. Merci de votre question. Je voulais rappeler le fait que Robespierre était appelé l'incorruptible. Donc là, il y a une indication sur quelque chose de particulier à lui comme orateur dans le paysage des orateurs de son temps. Donc certainement, c'est vrai qu'il y a dans l'argumentation en faveur d'une position, il n'y aurait pas d'argumentation sans une conviction a priori en quelque sorte de la positivité de sa propre position. Mais en même temps, à partir de l'interdiscours que j'ai étudié, il y a aussi comme l'éthos de Robespierre comme personnage politique, comme orateur, est reconnu par tout le monde. Par exemple, il y a des échanges qui sont reportés dans les gazettes, dans les journaux qui sont contenus dans l'édition de ces discours, où il y a par exemple des interventions où quelqu'un dit « ne nous parle pas de toi », revient au sujet du débat, par exemple. Et c'est très fréquent qu'il se présente explicitement comme personnage qui n'a pas d'intérêt personnel dans le contexte. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant de comparer aussi le discours et la rhétorique. Et en principe, ce que j'ai montré du traité des passions dans l'encyclopédie montre que l'idée d'implication émotionnelle de passion est rejeté à l'époque, dans la culture de l'époque. Mais en même temps, il faut dire que l'appel aux émotions et la passion est très présente dans ce discours. Donc il y a aussi une manière contradictoire et qui caractérise, je dirais, l'éthos de Robespierre comme locuteur. Merci. Alors, Madame Paternoster. Oui, je crois que nous aurions eu alors un petit malentendu, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'établissement progressif des règles du discours scientifique, au nom de la clarté et de la cohérence, la forme qui a vaincu de nos jours, ce serait la forme du traité. Et c'est-à-dire, donc pour le discours scientifique écrit, c'est-à-dire que dans le discours scientifique, le point de vue de l'auteur devrait toujours être clair. Donc on peut citer le point de vue des autres, mais on dit toujours explicitement si on est, auquel point on est d'accord, oui ou non. Donc
donc, je croyais que l'important serait toujours de se situer très clairement vis-à-vis du point de vue des autres, pour le moins dans le discours scientifique écrit. Et je ne connais pas les publications dont vous parlez, mais en fait, ça, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur? Okay, my question is to Mr. Mickett. I still have some difficulty about language understanding, because sometimes I make confusion with hearing. Can you give me some explanation, please? I don't know if I have an answer to that question, except that, of course, language, the difference between language and hearing is that language is related to communication, whereas hearing is not necessarily linked to communication. So you can hear something, you can hear the birds singing, but that might not, they might not be communicating with you, at least. And so when you hear them, they are a sign of objects out there, but it's not a communicative sign. I don't know if that answers your question. Et je voudrais, d'une manière peut-être prudente, essayer de faire le pont entre ce qui a été dit ce matin et ce qui vient d'être dit cet après-midi. Autrement, nous aurons des cloisons. Et je voudrais prendre un seul exemple. Oui. Ce matin, nous avons vu dans les premiers exposés que l'état, je dirais une espèce de starting point, est l'état d'imitation. Sourire, l'enfant répond avec un sourire très tôt, grimace, réponse, grimace, etc. Et cet après-midi, donc un état de mimésis. Cet après-midi, nous avons vu que le dialogue se fait par un travail en réalité d'objectivation, res in medio posita, ce qui me fait venir à l'esprit du reste que la très belle citation que vous avez faite concernant Cicéron, les interlocuteurs se posent autour comme corona, est peut-être l'origine du terme corollaire. Corona, corolla, c'est-à-dire que c'est les arguments supplémentaires qu'on met autour de quelque chose qui a été mis au centre. Bon, mais laissons ça de côté, mais le problème, me semble-t-il, est très évident maintenant, entre le matin et l'après-midi. Quel est l'élément de focalisation, pour ainsi dire, qui permet, à un moment donné d'une évolution personnelle et culturelle, de passer justement à une focalisation capable de choisir l'élément qui peut être mis en commun et au centre de la table. C'est ça notre problème. Alors, je ne sais pas, peut-être Alain ou d'autres, mais enfin, il me semble qu'entre le matin et l'après-midi, il y a ce geste qui est très difficile, parce que le problème du désaccord aujourd'hui, c'est que chacun des interlocuteurs voudrait bien poser son objet au centre, et le discours humaniste semblait donner une table de valeurs qui était capable de dire tel est l'objet qu'il faut mettre au centre. I would like to know if neurostatics could be futurely a way to return the approach between public and art critics, because it puts in display that tastes, and just like visual language, has its innate characteristics. Taking the words of Steven Pinker, for example, that man is not just a tabula rasa. So I would like to know if this could be an argument to return the approach between publics and critical of art. It's a bit of a secret, but I actually used to be a theater critic before I turned to neuroscience. I'm educated in theater science, and I must admit, I don't think that
there's any chance that neuroscience in the near future will have anything sensible to say about art. I also hope that it will not, because I love art, and I somehow don't want it all to be explained away by the very banal theories that we try to develop. J'avais une question pour Dan Sperber. C'est-à-dire, il m'a fait penser à la notion de polyphonie de Michael Bakhtin. Je vous laisse vous interpeller à ce sujet. Bakhtin, qui est un peu le fondateur d'une problématique qui a été reprise diversement, par exemple en France par Oswald Ducrot, dans le travail que Deirdre Wilson et moi-même nous avons fait aussi, etc. Pas de problème pour se situer dans cette tradition-là, d'autant plus que ce que faisait Bakhtin, plus que les auteurs plus récents que je viens de citer, c'est de mettre ça dans une perspective à la fois sociale et historique, ce qui est un peu ce que nous n'avons pas fait, et ce qu'il reste tout à fait essentiel de faire. Je suis tout à fait d'accord. Madame Paternoster, je voulais juste vous poser une question à propos du vocabulaire. Vous avez cité à un moment le mot minutio comme posture d'humilité, d'humilité acceptée, voulue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une métaphore? Parce que la minutio, c'est aussi la saignée. C'est-à-dire justement la manière, en ponctionnant son sang, de se mettre en accord avec les forces cosmique pour se situer dans un rapport social harmonieux. C'est absolument essentiel dans la thérapeutique médiévale et de la Renaissance. Oui. Minutio part de l'idée qu'il faut soustraire une qualité objective à la situation de l'orateur ou son client. Par exemple, imaginons-nous, et ça c'est l'exemple de Quintilien, si je ne me trompe, s'il faut défendre un client riche, il faut mieux le présenter comme quelqu'un qui a quelques terres. Donc il ne faut pas énumérer explicitement, donc il faut essayer de cacher l'extension de sa richesse. Et on dit cela, vraiment, si je dis quelques terres, linguistiquement, je suis en train de faire une mitigation, je réduis le contenu propositionnel par rapport à l'image de ce client. Donc, d'une façon, il y a le côté, disons, objectif, donc la soustraction de la richesse du client qui a pour effet interactionnel la mitigation dans la phrase, je dirais. Ça ne me paraît pas contradictoire. Oui, la modestie. Oui. Il me semble que, justement, dans le dialogue ou dans la fiction du dialogue, c'est le corps, la personne tout entière qui s'engage. Et il me semblait donc que le mot pouvait avoir deux sens en même temps. Oui. Il faut peut-être mettre un terme à ce premier débat, puisque demain, la discussion pourra reprendre.